à tous, on est toujours en direct et on poursuit l'émission avec une thématique sympathique, la fiscalité. Augmentation de la CSG, suppression de la taxe d'habitation ou encore prélèvement à la source. Devons-nous nous attendre à un Big Bang fiscal? À la veille du lancement de la campagne 2018 de déclaration d'impôt sur le revenu, eh bien on a décidé de s'interroger sur nos impôts et de faire un état des lieux avec Antoine Belgoder. Il est maître de conférences en économie à l'Université de Corse. Bonjour. Et il va tout nous expliquer. Alors si vous avez des questions à lui poser, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors on écrit sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Alors c'est une question qui concerne tout le monde et pourtant on n'a pas beaucoup de réactions. Ah, alors c'est le moment, hein. Allez-y. Hein. Si vous avez des doléances, on ne paye pas grand-chose. C'est maintenant. C'est la méthode couille. Je pose pas de questions, je ne peut-être pas d'impôts. Je suis pas sûre. Allez, c'est parti pour l'épisode 1 de la série Gouvernement, les impôts et vous. Bienvenue Alexandre. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci d'avoir accepté de relever le défi de la fiscalité aujourd'hui. Alors, il y a des séries qu'on attend avec impatience, hein, et puis d'autres beaucoup moins. Et donc là, c'est la série Impôts et fiscalité. C'est un vieux dossier dont il s'agit aujourd'hui et qui risque quand même d'être riche en rebondissements. Hein. Ça démarre en 2018, mais pas que. Alors, on va faire un petit état des lieux, si vous êtes d'accord. Et on attend que vous nous expliquiez ce qui va changer à partir de cette année. Alors, à partir de cette année, bon, il y a pas mal de changements. Alors, tous ne sont pas d'égale importance, mais on peut un petit peu les lister. Il va y avoir, depuis janvier, on a déjà eu une augmentation de la CSG. On va avoir, à partir de cette année, une diminution progressive de la taxe d'habitation, qui devrait disparaître pour 80% de la population d'ici 3 ans. Quelques petites mesures qui concernent des catégories particulières, par exemple pour les micro-entrepreneurs, une augmentation des seuils qui permettent de continuer à bénéficier du statut. Et puis il y a évidemment le prélèvement à la source. Alors qui commence pas cette année, qui va commencer l'année prochaine. Mais du coup, on est dans une année de transition qui est une année blanche, comme on dit. Donc ça devrait concerner tout le monde. Personne ne va échapper à ces changements. Alors, puisque vous en parlez, c'est vrai que 2018, on qualifie cette année d'année blanche. Ça veut pas dire pas d'impôts à payer. Non, hein, mais pourquoi est-ce qu'on... J'aimerais vous dire aux téléspectateurs qu'ils ne vont pas payer d'impôts cette année. Enfin, nous aussi, on aimerait, mais non. Quand on parle d'impôts, on n'est pas là pour jouer de la mandoline. Il faut... Malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. Non, alors en fait, pourquoi elle est blanche? Alors c'est un petit peu vrai quand même, parce qu'en fait le système actuel, c'est que on paye des impôts, c'était en 2016 par exemple, qui étaient calculés sur la base des revenus qu'on avait gagnés en 2015. Donc cette année, on est en 2018, on va payer des impôts sur la base de tout ce qu'on aura gagné en 2007, enfin ce qu'on a déjà gagné en 2007. 2017, oui. En 2017, bien sûr, pardon. C'est un peu loin. C'est vrai. Il y a un rattrapage qui va être compliqué. Et à partir de 2019, on va payer des impôts sur les revenus qu'on touche en 2019. Donc il n'y aura pas de décalage temporel. Donc du coup, 2018, à quel moment ça va être pris en compte Eh ben, ça ne sera pas pris en compte. Ouais. Enfin, attention. En gros, attention, parce que ça c'est vrai. Alors, le prélèvement à la source, est-ce que c'est un véritable changement, déjà pour commencer? Ou est-ce que c'est finalement une façon de prélever qui est un peu différente, mais ça ne changera rien? C'est plus de la forme que du fond. Ça change pas grand-chose, par exemple, pour les gens qui étaient déjà mensualisés. Voilà, tous les ans, ils payaient de toute façon un petit acompte et qui était régularisé en fin d'année. Le changement principal, disons que comme il n'y a pas ce décalage temporel entre le moment où l'impôt est calculé et le moment où il est payé, eh bien, s'il y a un changement dans votre situation familiale, dans vos revenus en cours d'année, l'administration fiscale pourra s'ajuster en temps réel. Donc il n'y aura pas de mauvaise surprise, quoi. Quelqu'un qui gagne beaucoup une année puis qui perd son emploi l'année suivante, dans le système précédent, il devait encore payer beaucoup d'impôts parce qu'il avait gagné beaucoup l'année d'avant. Là, voilà, ça... Ouais, c'est parce que c'est un peu quand même obscur. Hein. D'ailleurs, plusieurs bugs s'annoncent en matière de fiscalité. Donc il y en a un qui serait informatique. Effectivement, donc comme vous le disiez tout à l'heure, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est notre impôt. Vous m'arrêtez si je me trompe parce que je suis loin d'être spécialiste. Notre impôt sera prélevé mensuellement sur nos revenus et surtout calculé par rapport aux revenus perçus de l'année en cours, donc 2019 pour 2019.
Je me trompe pas. C'est exactement ça. Voilà. Mais il y a un petit problème, il y aura un bug. Il y a déjà même un bug. Pourquoi ? Parce que les contribuables découvriront une déclaration pré-remplie où leurs revenus ont été minorés par rapport à ce qu'ils ont réellement perçu. En fait, le logiciel chargé de collecter les données s'est quelque peu emmêlé les connexions. Résultat, au total, 1 million de foyers concernés. Mais en fait, pour ceux qui ont fait leur déclaration en ligne, pas de souci car les données sont corrigées automatiquement. C'est demain, hein ? Le problème, en fait, c'est pour les déclarations papier qui ont déjà été éditées. Du coup, les concernés vont recevoir un courrier, en fait, une notification qui leur demandera de rectifier leur déclaration. Et il faut savoir surtout que chacun est responsable par rapport à sa déclaration pré-remplie. Donc, si on signe et qu'on envoie, on risque quoi ? Un redressement ou pas ? On risque, je pense qu'il faut un geste quand même, s'il y a une erreur dans la déclaration pré-remplie. Mais en théorie, oui, bien sûr. En théorie, on est censé tout vérifier, ce qu'on signe et ce qu'on envoie à l'administration fiscale. En plus, c'est une grosse partie qui va se faire en ligne, hein. Voilà. Attention, on ne va pas forcément recevoir la version papier. Et est-ce qu'il peut y avoir d'autres bugs par rapport à ce passage, je dirais En théorie, oui. J'espère que pas qu'on porte la poisse à cette réforme ici. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que, étant donné qu'on ne saura ce qu'on a gagné dans une année donnée qu'à la fin de cette année-là, de toute façon, il y aura, ça c'est pas un bug, c'est normal, mais il y aura toujours une rectification l'année suivante. D'accord. C'est-à-dire qu'on continuera à faire ce qui plaît pas aux gens, c'est-à-dire la déclaration précise, en racontant nombre d'enfants quand est-ce qu'on va payer l'année 2018 ? Parce qu'en 2018, là, on est en train de payer 2017. Jamais. C'est pour ça que c'est quand même une année blanche. Parce qu'il y a quand même des versions où on devrait payer au mois d'août. Alors, non. Ce qui va se passer pour 2018, c'est qu'en réalité, normalement, on a un salaire, on a une retraite, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des revenus réguliers. Et donc, ces revenus réguliers-là, ils ne vont pas être imposés. En 2018, je paierai des impôts. En 2019, je paierai des impôts. Mais ce que je gagne en 2018 ne sera jamais intégré. Sauf pour ce qu'on appelle les revenus exceptionnels. C'est-à-dire je vends un terrain, je réalise une super plus-value en 2018, ce serait trop facile. Bah oui, donc en plus on va en parler. Alors pourquoi ? Oui, une réaction. Une petite remarque d'Angélique Fabiagne. De par ma profession, je suis au fait réel qui varie chaque année. Comment ça va se passer pour moi en ce qui concerne le prélèvement à la source ? Alors, sur le principe général du prélèvement à la source, ça ne va pas changer les règles. Toutes ces règles-là ne vont pas être modifiées. Voilà, les parts, les frais réels, le quotient familial, toutes ces choses-là ne sont pas modifiées. C'est pour ça que je vous disais que c'est plus une réforme de fond de forme qu'une réforme de fond. D'accord. Alors le projet, il est quand même né sous la mandature Hollande. Pourquoi ? Est-ce que c'était pour limiter la fraude fiscale ou alors, permettez-moi l'expression, c'était pour que ce soit moins douloureux ? Pour qu'on se rende moins compte ? Oui, mais en fait, oui, ce sera moins douloureux. Je vous assure, parce qu'en fait, ça rapporte pas grand-chose l'impôt sur le revenu, et il y a que lui qu'on s'en passait. Alors que la CSG, dont on parlera tout à l'heure, oui, on va en parler. La TVA, qui maintenant fait partie de notre quotidien, on s'en plaint jamais. Enfin, on sait que ça existe, on préférait. Bon. Mais il y a plein de pays qui le font depuis longtemps, ça, le prélèvement à la source. Ce serait plus rapide de faire la liste des pays qui le font pas, parce que ça a commencé il y a quasiment 100 ans. Je crois que les premiers, c'était l'Allemagne et la Suède. Dès qu'ils ont mis en place l'impôt sur le revenu, ces pays-là ont tout de suite opté pour le prélèvement à la source. D'accord. Ça pose pas de problème. Alors, parlons du sujet qui fâche. Enfin, celui qui fâche en particulier, c'est donc l'augmentation de la CSG. Alors là, ça va devenir un petit peu compliqué. La fameuse contribution sociale généralisée a augmenté 1,7 points. Qu'on comprenne bien, c'est surtout les prélèvements sociaux qui sont relatifs au patrimoine qui sont impactés en premier. Alors, la CSG, c'est un impôt qui concerne tous les revenus, y compris effectivement ceux du patrimoine, mais ça concerne les salaires, ça concerne les retraites, ça concerne tous les revenus. Donc, pas le patrimoine en particulier. Alors, quel revenu en particulier, si on devait parler de ceux du patrimoine ? Vous avez quand même le PEL, les obligations, les fameuses sources de revenus exceptionnels, donc les fameuses plus-values dont vous nous parliez tout à l'heure. Ça va être impacté. Alors, ça va être impacté parce que tous les revenus du patrimoine, les plus-values sont soumises à cette CSG qui augmente un peu. Mais d'un autre côté, il y a une autre réforme dont je n'ai pas parlé tout à l'heure dans ma petite liste, qui est la création de ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire une taxe dont le taux est le même pour tout le monde. Et ce taux-là, ce sera de 30% pour tout ce qui est revenu justement du patrimoine. D'accord.
Donc, pour les gens qui actuellement sont sur des tranches d'imposition qui les font payer plus que 30%, ben là, ce sera plutôt une réduction. D'accord, d'accord. Alors, on va aussi rappeler que la CSG, au départ, c'était provisoire. Ben alors, oui, mais alors je vais vous faire une annonce officielle. Personne ne supprimera jamais la CSG, c'est sûr et certain. Et pourquoi? Mais parce que ça rapporte beaucoup. Ça rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Et en fait, les hommes politiques aiment bien la CSG parce que l'impôt sur le revenu, c'est une espèce de gruyère. Il y a plein de trous. Il y a plein de choses qui sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. On peut défiscaliser des rénovations thermiques, des logements. On peut ne pas payer d'impôt si on investit dans l'immobilier au dom-tom, etc., etc. Alors que la CSG, l'assiette est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus indolore parce que c'est déjà prélevé à la source. Et franchement, un homme politique qui va dire je vais supprimer la CSG, c'est... Bonne chance. Non, il ne le fera pas. Alors la CSG, elle impacte également les retraités. Et là, le sujet fait pas mal polémique. Oui. Pourquoi? Mais ça a été vendu, cette augmentation de la CSG, comme quelque chose qui allait être bénéfique pour les salariés, en particulier les salariés du privé, parce qu'ils allaient, en contrepartie, bénéficier d'une diminution de certaines de leurs cotisations sociales. Et donc, le mélange des deux fait un gain net pour eux. Mais les retraités ne payent pas ces cotisations-là. Ouais. Et donc, ils ont la hausse de la CSG, mais ils n'ont pas la baisse des cotisations. D'accord. Allez, on va poursuivre avec la taxe d'habitation. D'accord, puisqu'a priori elle devrait être supprimée d'ici 2020. La question c'est par quoi va-t-elle être compensée? Alors attention, elle sera pas supprimée pour tout le monde. Elle sera supprimée pour 80% des contribuables seulement. Et effectivement, et ça commence dès cette année, c'est-à-dire que voilà, sur 3 ans, chaque année, elle va être un petit peu diminuée. Pour cette catégorie de population, c'est 80% des gens. Donc qui sont les 20% restants? Ben, c'est les 20% qui gagnent le plus. C'est-à-dire que c'est une taxe qui, au départ, est une taxe sur l'utilisation d'une ressource foncière, disons, et qui aujourd'hui s'apparente de plus en plus à un impôt sur le revenu, puisque ça va dépendre des revenus des ménages. Allez, sans trop me tromper, je pense qu'il y aura encore plein d'autres rebondissements dans la série fiscalité. Alexandre, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impôts en France? Antoine, pardon. Alors, les impôts en France, si vous voulez, il y a deux choses avec les impôts en France. Il y a le fait qu'ils soient relativement élevés par rapport à la moyenne de l'OCDE notamment, et le fait qu'il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a plein de tranches successives. Il y a la CSG, l'impôt sur le revenu, etc. Alors, le problème, pour comprendre pourquoi il y a une telle complexité de la fiscalité française, il faut comprendre qu'on n'attend pas des impôts simplement qu'ils permettent de financer la dépense publique, mais on attend d'eux également, par exemple, qu'ils orientent le comportement des gens. Et donc ça rend les choses extrêmement compliquées. C'est pour ça qu'il y a des déclarations de revenus qui sont lourdes à faire, parce qu'on a envie que vous fassiez, comme je le disais tout à l'heure, la rénovation thermique de votre logement. On a envie que vous fassiez des enfants, donc on vous fait des parts ou des demi-parts pour quand vous en faites, ça vous fait payer moins d'impôts, etc. Maintenant, sur le fait que globalement on en paye beaucoup, globalement c'est 45% tous les prélèvements obligatoires du PIB, alors que dans la moyenne de l'OCDE c'est 34%. L'essentiel de la différence, c'est les cotisations sociales, et c'est lié au fait qu'on a de bonnes retraites, qu'on a de en conclusion, on peut dire que le millefeuille fiscal n'est pas prêt de diminuer? On peut espérer quand même, faut pas être pessimiste. C'est bien, on va garder cette note d'optimisme. Merci infiniment d'être venu et de nous avoir expliqué tout ça. Merci à vous. Rendez-vous demain. Ciao, bon après-midi à tous.